Bonjour, bienvenue dans J'ai un problème, le podcast indispensable quand on a tout essayé et qu'on veut avancer. Vous avez écouté l'histoire de cette mamie Danielle ou de ce famille Je vouais. On se retrouve avec Emmanuel Piquet, je suis Rebecca Raki. Bonjour Emmanuel. Bonjour Rebecca. Alors on est autour de la période de fin d'année, des fêtes de Noël, des fêtes de nouvelle année, etc. Et on se disait que ce serait intéressant de partager cette histoire qui est quand même très représentative ou en tout cas très courante de ce qui se passe dans les familles au moment des fêtes de Noël, au moment où on est tous réunis, où il y a comme une espèce de réactivation de toutes nos histoires personnelles. Tu reçois Emma, la maman de Rose, et elle te raconte que sa mère a toujours été un problème pour elle, mais qu'aujourd'hui, il y a sa fille. Tu lui demandes de te raconter comment sa mère s'y prend pour la faire souffrir. Elle revient très longuement sur le pourquoi elle se situe dans la relation comme ci et comme ça. Elle te raconte sa mère, son enfance, son père, etc. C'est rare, je trouve, dans tes histoires que il y ait autant cette façon de se raconter en reprenant depuis l'enfance, etc. Ça m'a semblé très thérapie classique. Oui, et je crois que c'est ça la grande souplesse de l'école de Palo Alto, c'est que cette, cette fille et maman, hein, puisque c'est vraiment dans cet entre-deux qu'elle est très mal, hem, elle a besoin de m'expliquer le contexte, parce qu'elle a l'impression que sans ce contexte-là, je ne comprendrais pas. Et donc ça veut dire que la thérapie ne peut pas commencer tant qu'elle ne m'a pas expliqué ce contexte-là. Et ça, c'est parfois difficile, notamment pour les débutants dans ce métier, parce que comme en effet, on se sert un peu du passé, mais assez peu finalement, on s'en sert quand, il va nous aider à rendre répulsives, les tentatives de régulation, mais sinon on s'en sert pas tellement, si ce n'est pour créer de l'alliance. Et là, en l'occurrence, l'alliance, elle va être créée par le fait que j'entende ça, je l'écoute avec beaucoup d'attention. Parfois, ça peut prendre 1 à 2 séances, et donc c'est compliqué pour les débutants puisque eux, ils se disent: «Mais non, mais la thérapie brève, c'est pas ça». Mais sauf que la thérapie brève, c'est, avant tout créer une alliance, et en l'occurrence, voilà, elle se situe ici. Je rebondis sur ce que tu viens de dire sur ça peut prendre 1 à 2 séances et c'est vraiment, un questionnement pour les débutants ou les gens en formation et je les vois, sur ce truc de, vous dites, enfin, il est établi qu'en thérapie brève, on est sur, 6 à 10 séances, c'est ça à peu près? Et il y a cette difficulté, je crois, en tout cas ce questionnement qui se pose sur, combien de temps je fais quoi? Est-ce que je suis obligée de faire de la prescription à la première séance? Est-ce que et là, toi, tu dis: «Mais non, mais en fait, on peut accueillir quelqu'un pendant 2 séances et simplement être, dans l'écoute, la compréhension de son sujet». Il y avait pas d'ailleurs une phrase qui disait que, de Václavic, non, ou Nardone sur le fait que tu passes 8 séances à comprendre le problème? Oui, je crois que donc il y a encore une fois pas de mode d'emploi, mais en l'occurrence, et comme dans ces cas dont je parle où il faut, 1 à 2 séances pour, créer l'alliance en écoutant, tout ce qui s'est passé avant, et qui n'est pas forcément exactement, aidant pour nous, dans l'analyse en fait, hein, du problème, ici maintenant. Ce que je crois, c'est que si on ne le fait pas, heu, la thérapie va durer des années, en fait, parce que, la patiente va essayer de nous réexpliquer les choses en permanence, et nous, on va, essayer de passer sur le présent, et donc on va aboutir à rien, si ce n'est à soit beaucoup de séances, soit une thérapie qui s'arrête. Donc, vraiment l'objectif, c'est, de se dire: «Comment est-ce qu'on crée un endroit, où la personne se sent absolument, définitivement, et inconditionnellement comprise d'une certaine manière. S'il y a pas ce matelas-là, on pourra pas faire du bon travail. Mmh, c'est comme, c'est une synchronisation, l'alliance, sans ça, en fait, on peut pas planter et faire grandir ensemble. Les études, d'une façon générale, hein, prouvent aujourd'hui que, heu, la relation dans un travail thérapeutique est vraiment ce qui fait la réussite de la thérapie. Il faut pas l'oublier. C'est-à-dire que tout le monde est très content avec son propre modèle, et je fais partie de ces gens-là. Mais n'oublions pas, restons très humbles, qu'au fond, ce qui est prouvé très clairement, c'est que c'est la qualité de la relation avant tout qui fait la qualité d'une thérapie.
Je suis d'accord, c'est bien pour ça qu'il y a des thérapeutes nuls qui servent très bien leurs patients parce que la relation est un socle et un terreau suffisamment puissant pour permettre de vivre les choses autrement ou de les penser ou de les enfin penser d'ailleurs, je pensais PANSER, autrement. Absolument. Tu vas pas dans le: «Elle est nulle ta mère, elle est méchante» et cetera, pas du tout. Enfin en tout cas, pas aussi grossièrement que ce que je viens de dire. En fait, tu lui demandes ce qu'elle veut changer. Oui, c'est cette fameuse question, absolument essentielle, indispensable, vraiment je trouve et on a mis du temps nous à formaliser qui est: «Qu'est-ce que vous attendez de moi?» Parce que il y a vraiment des moments dans certaines thérapies où c'est pas clair du tout. Précisément d'ailleurs, ces thérapies où ils racontent beaucoup de choses en fait, hein, et où on ne sait pas exactement nous en tant que thérapeute, quel est le port vers lequel on se dirige. Or si on n'a pas l'idée de ce port, on va tourner, en rond sur notre barque avec le patient, et donc c'est vraiment hyper important qu'à la fois j'écoute très attentivement ce qui se passe et que j'accueille à quel point c'est douloureux, parce que je pense que c'est douloureux, mais c'est cette relation qui est douloureuse, et puis que je comprenne en effet, ce qu'elle attend de moi. Mais tu crois que c'est toujours clair, du coup, quand quelqu'un vient voir, un thérapeute, bon alors, systémicien ou autre, mais sur ce que vous attendez de moi, je sais pas, mais j'ai besoin que vous m'aidiez, par exemple, c'est une réponse, non? Alors je ne la prends pas moi cette réponse. C'est un petit peu pénible, c'est-à-dire je veux dire oui, c'est-à-dire en fait alors, quand en effet cette première question ne fait pas advenir un objectif, d'abord accessible, qui serait pas illusoire, plutôt axé sur la relation que sur le fait de changer les autres, comme on en a déjà beaucoup parlé, concret, mesurable, tant que je n'ai pas ça, moi je ne travaille pas en fait. Et donc il m'arrive parfois, de demander aux patients, à la fin de la première séance, de réfléchir à ce qu'ils attendent de moi, et de ne pas prendre rendez-vous tant qu'ils ne savent pas parce que je ne pourrais pas les aider. Parce que moi je trouve que la moindre des choses, c'est d'être honnête. Et moi, je ne sais pas aider quelqu'un qui n'a pas un objectif atteignable, concret, et non illusoire. Et puis alors donc une façon, une modalité d'obtenir ça, c'est, après le QVM, si jamais on ne l'a pas obtenu, c'est de QVM pardon. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Excuse-moi. Si après la première question: «Qu'est-ce que vous attendez de moi?» on n'a pas, obtenu, ce qu'on souhaite, une deuxième façon de poser cette question qui est intéressante, c'est, hem: «Qu'est-ce qui vous fera dire, disons dans 2 mois, j'ai bien fait d'aller voir, Emmanuel Piquet ou Rebecca Ricci?» Qu'est-ce qui vous fera dire: «Tiens, j'ai bien fait d'aller voir cette personne dans 2 mois»? Qu'est-ce qui aura changé concrètement dans votre vie? Ouais, celle-là, je la trouve, parce que le «Qu'est-ce que vous attendez de moi?» j'étais en train de me mettre à la place d'une patiente et je me disais quand c'est le bazar dans ma tête et que j'ai, une difficulté ou quelque chose, je sais pas toujours où j'ai envie d'atterrir. Je voudrais que peut-être quelque chose change ou cesse, mais je ne sais pas nécessairement quoi. Enfin, il y a un temps de clarification. Je me disais en t'entendant, bah, finalement, ça veut dire que les patients d'Emmanuel ou de Palo Alto, ils sont quand même drôlement mûrs. En revanche, quand, tu dis derrière, «Qu'est-ce qui vous fera dire dans 2 mois que vous avez bien fait de venir me voir?» Je trouve que bon voilà, ça ramène, aux techniques de visualisation par ailleurs, mais, ça emmène dans quelque chose de plus concret, de plus, aidant. Voilà, en tout cas moi c'est ce que ça me fait, en tant que patiente. Tu sais, la maman veut protéger sa fille du comportement de sa propre mère, sur laquelle évidemment elle n'a aucune prise. On se retrouve, dans ces situations de billard à 3 bandes. Ça me fait penser à une de tes histoires de, Comment rater son couple, là, sur laquelle on a un peu échangé. Tu peux nous partager ce qui se passe dans un billard à 3 bandes? Là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que, cette maman est absolument, bouleversée et voilà, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'émotions là-dedans, hein. Il y a de la tristesse, de la colère, voilà, une espèce de sensation d'injustice, liée à ce qu'elle a vécu et donc qui entre en résonance avec ce que sa fille vit. Donc ce bouleversement, il est lié au fait que, elle sent, elle pressent, elle elle observe que, sa mère, sa propre mère à elle, n'aime pas sa propre fille à elle. Heu et ça, c'est quelque chose d'infiniment douloureux
Et donc, au fond, ce à quoi on arrive, en termes de problématisation et donc de qu'est-ce que vous attendez de moi? C'est qu'elle voudrait en effet elle voudrait en effet que sa mère, sa propre mère, aime sa propre fille. Elle voudrait qu'il y ait une relation grand-mère, petite-fille, positive. D'autant plus qu'elle n'a pas eu cette, relation positive avec, sa mère. Et donc toute son énergie est mise, à disposition de cet objectif, pour faire changer sa mère, en fait, d'avis, un peu d'ailleurs comme, finalement, beaucoup font en essayant de lui faire ressentir de l'amour pour sa petite fille, pour lui faire, heu, prendre conscience de, à quel point sa petite fille, est fantastique, est une bonne élève, est sympathique, contrairement à son autre petite fille qui est une délinquante en puissance dans la façon dont elle la décrit, ce qui est assez drôle et qui en plus est très paresseuse, égoïste, comme d'ailleurs son propre père, le frère de notre, patiente. Donc, elle essaye en permanence de rétablir la justice, en fait, une justice qui a été, mise à mal depuis fort longtemps. Et donc, elle essaye d'intervenir, dans une relation qui n'est pas la sienne, ce que tu appelles le billard à 3 bandes. C'est-à-dire qu'elle essaye vraiment de faire en sorte que cette relation devienne autre que ce qu'elle est, avec 0 résultat, si ce n'est une relation qui se dégrade de plus en plus. Et c'est quelque chose d'assez établi qu'on ne peut rien faire sur une relation qui n'est pas la nôtre. C'est établi, c'est établi dans ce podcast. C'est établi par un certain nombre de gens qui sont en effet, voilà, qui travaillent beaucoup sur les aspects systémiques des problèmes. Mais d'une façon générale, c'est très peu incarné et notamment d'ailleurs, c'est très genré, hein, cette volonté qu'ont les femmes, de beaucoup intervenir dans des relations qui ne sont pas les leurs, c'est-à-dire entre, les enseignants de leurs enfants et leurs enfants, par exemple, entre, voilà, les membres d'une famille recomposée, ici entre voilà, une grand-mère et sa petite fille, donc Dans les fratries aussi souvent. absolument, dans les familles recomposées ou non recomposées, dans les fratries, tout à fait. Donc non, c'est pas du tout établi, en tout cas, émotionnellement. Peut-être que c'est établi intellectuellement, mais pas du tout émotionnellement. Dans cette histoire, tu parles assez peu quand, on lit. Comment tu es sûre que tu la rejoins? Alors, d'abord parce que j'ai beaucoup d'affection pour elle. Je trouve qu'elle est, incroyablement drôle, même si, vraiment elle fait des choses, que sa colère la pousse à faire, qui sont à mon avis, pas du tout adaptées. Mais, je la trouve très drôle, très lucide, je la trouve très aimante. Elle me touche beaucoup, la petite fille que j'entends qui a perdu son papa, qui était au fond son complice. Et donc ça, dans une thérapie, ça se sent. Vous voyez, c'est, pas forcément dans les mots, mais c'est dans vraiment ce qui se passe, entre nos 2 corps, en fait, finalement. On est vraiment on est très complices, nous aussi, quoi. Mmh. Tu dis que ta connexion, personnelle et intime, elle te guide aussi sur ces champs-là. En fait, j'avais une question sur, presque un peu d'étudiante, chaque réunion familiale, elle te raconte que c'est de pire en pire, elle dit: «C'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que ça change». Est-ce que c'est ça, ta certitude du pourquoi maintenant? Parce que, tu vois, je me suis demandé, c'était pas une évidence pour moi du pourquoi maintenant elle vient te voir? Puisque ça a toujours été comme ça. J'ai eu un doute sur le fait que ce soit parce que sa fille, a eu quelques émotions, mais c'était pas évident. Je crois que vraiment l'événement déclencheur en tout début, c'est la mort de son père. C'est-à-dire que le fait que son père meure et qu'elle se dise, cette phrase, tout à fait inquiétante qui est: «Heureusement que mon père n'est pas mort pendant que j'étais adolescente». Et à partir de là, elle va très vite, et c'est moi à mon avis, c'est là que ça se passe en fait, hein, elle va très vite se mettre, à protéger, presque en préventif au départ, sa fille de ce que pourrait lui faire, sa propre mère. Donc ça, c'est pour moi, c'est le vrai élément déclencheur. Après, là où tu as parfaitement raison, c'est que le deuxième événement déclencheur pour elle, c'est que, elle se sent presque plus d'aller aux réunions de famille. Enfin, je veux dire, c'est d'une violence, en effet croissante, inouïe pour elle. Et donc ça, c'est un 2e élément déclencheur plus émotionnel. Mais je crois que là où le cercle vicieux se met en route, dans ce problème-là pour lequel elle vient, c'est la mort de son père. La tension est très palpable dans cette famille, on la voit à l'endroit de son frère, de sa nièce et cetera et cetera. Est-ce qu'il y a un regard palo-altien sur le fait que
la famille soit souvent un tel sac de nœuds, un tel élément de dysfonction? Mais je pense que, ce qui fait que c'est aussi, dysfonctionnel, parfois, c'est les enjeux émotionnels et affectifs qu'il y a dans ce lieu-là, qu'il y a beaucoup moins au travail, évidemment. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes intensités émotionnelles de mon point de vue, de ce que j'en vois en thérapie. Hem et alors quand en plus ces enjeux affectifs et émotionnels sont liés à des relations dysfonctionnelles qui ont eu lieu avant, en tout cas qui sont analysées comme telles, hein, parce que voilà. Alors là, ça fait un espèce d'effet amplificateur, tout à fait terrifiant. Je suis désolée, je reviens sur ce qu'elle vient chercher parce que finalement, en la lisant, Emma, je la trouve drôle, incisive, quand elle raconte qu'elle invite Sérin à s'en aller, etc. Enfin, je trouve elle semble très armée pour se défendre, y compris pour défendre sa fille. Et je me dis, mais alors, en vrai, qu'est-ce qu'elle vient chercher? Elle vient chercher quelque chose d'inaccessible. Elle vient chercher le fait que, sa mère aime sa propre fille. Et ça, elle n'y peut rien. Et c'est ça, en fait, tout le travail de la thérapie ici, c'est de lui dire: «Vous ne pourrez pas obtenir ça, vous n'avez aucun impact là-dessus. Le seul impact que vous avez, c'est sur la relation que vous avez avec votre mère». Et ça, en fait, moi, j'ai l'impression que plus vous tentez de jouer dans cette relation qui n'est pas la vôtre, et plus votre, mère se débat, et plus ça vous rend hystérique, ce qui est parfaitement logique, et plus ça aggrave la relation entre vous 2. Donc moi, je pense qu'il faut arrêter ça, mais le seul impact que ça aura de façon certaine, c'est que vous ne serez plus en souffrance dans la relation avec votre mère. Si vous arrêtez de vouloir que cette relation change. Et au fond, elle se contente de ça parce que je crois que vraiment le travail de la thérapie, c'est de lui faire renoncer à changer la relation que sa mère a avec sa propre fille. Et comme une forme de deuil. Oui, Tu sais, en écoutant cette histoire, je me disais que, voilà, je crois que je connais peu de gens qui ne se trimballent pas toute leur vie durant avec des blessures d'enfants qui restent assez vives à l'âge adulte, en tout cas quand elles n'ont pas été traitées. Est-ce que tu penses que quand ça se règle dans le présent, comme ce que tu fais là, par exemple, dans cette histoire avec Emma, ça apaise de facto la résurgence des souffrances passées? alors, c'est une super, intéressante question. En fait, moi, ce que je sais faire, en partie en tout cas, quand j'y arrive, c'est de faire en sorte que ce que tu appelles les résurgences du passé ne viennent pas envahir le présent. C'est-à-dire, au fond, ma question, c'est comment ces faits, très douloureux que vous avez vécus il y a 15 ans, 20 ans, comment est-ce que, ils se manifestent à vous, ici, maintenant? Mmh. Et moi, ce que je regardais, c'est comment cette résurgence douloureuse est amplifiée par ce que vous faites ici, maintenant. Douleur du passé, je n'y peux rien juste par logique, hein, c'est-à-dire que je n'y ai plus accès. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est en effet travailler sur l'intensité de la résurgence, et ce qu'on en fait, pour que ça soit le moins envahissant possible. Mmh. OK. J'ai beaucoup aimé aussi, quand tu lui dis que le verbe aimer, tu lui fais un stop là sur, le verbe aimer à l'impératif en disant: «Ça marche pas en fait. Ce verbe-là se conjugue pas comme ça. Aime-moi, aime-la» et cetera. Hem, Qu'est-ce qui te fait dire, je crois que tu l'évoques, que en fait, en se conduisant comme ça avec la petite fille, la grand-mère veut régler un compte avec la mère? Et que donc elle va pas lui faire en plus le plaisir, de lui obéir, en mettant sa petite fille au nu, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, il y a quelque chose qui se règle ici aussi, parce qu'on est seul dans une relation. Mmh. Tu me fais rire parce que tu me dis souvent, «Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Vous voyez?» Tu me vois? Hem, Tu lui poses la question que j'adore, dans ce modèle, la question douloureuse là, tu lui dis: «Si vous étiez sûre, absolument certaine que quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, je crois, votre mère ne reconnaîtrait jamais les belles qualités de Rose. Que feriez-vous de différent?» C'est vraiment la question qui débranche ça, hein? Oui, vraiment dans ce cas-là, elle est parfaitement adaptée parce que encore une fois, toute son énergie, face à ce problème-là en tout cas, toute son énergie est consacrée
à vouloir quelque chose d'inaccessible, et plus elle s'y attelle et plus elle souffre. Donc vraiment, c'est un cas où cette question-là, très précise, hein, elle est pas globale. Moi, c'est vraiment euh, ce que j'apprends aux étudiants le plus possible à faire, c'est à la poser vraiment au bon endroit, parce que c'est une question effet boule de neige, en fait, hein. Et si elle n'est pas posée au bon endroit, elle peut n'avoir aucun effet. Mmh. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé intéressant parce que ça rejoignait un peu le coaching, je trouve, au final avec cette question, tu l'emmènes sur sa relation au problème, vraiment, comme si tu l'as décalée assez fortement et la question que je me suis posée, c'est que finalement, elle prend une décision assez radicale. Elle décide qu'elle n'ira plus. Je me demandais si tu croyais que enfin, si tu pouvais penser qu'en fait, c'est elle arrive avec cette décision qui pourrait déjà exister, mais qui est totalement inassumable auparavant et que le travail de vous 2 permet ça? Ou si tu penses que c'est quelque chose qui s'est invité comme ça, eu égard au travail que vous avez fait? Tu vois, comme si elle était venue chercher une forme d'autorisation d'un truc qui était inenvisageable avant. Je ne saurais pas dire, en fait, très exactement. Je pense que, dans des moments d'intense colère, elle l'a envisagé, hein. Le fait de dire: «Je ne veux plus voir cette bonne femme», je suis sûre qu'elle l'a envisagé, mais c'était dans des instants de colère, et en fait, c'était pas envisageable parce que, elle n'avait pas envisagé de renoncer à son but conscient qui était, faire en sorte que cette grand-mère aime sa petite fille. Donc c'est pour ça que c'était pas envisageable, quoi. Le fait de renoncer à ça, de facto, fait qu'elle n'a plus besoin d'aller la voir, en fait. Ouais, OK. C'est marrant, je la trouve systémicienne à la fin parce qu'elle considère le système Rose. Elle te dit: «Bah, finalement Rose, en réalité, elle est aimée par, ses parents, par, ses amis, par et donc c'est pas grave si elle est pas aimée par sa grand-mère». Comme si elle était vraiment très apaisée, comme si elle avait élargi son regard à d'autres territoires. Oui, c'est tout à fait remarquable, et c'est une femme remarquable, qui, au fond, se rend compte de quelque chose de fabuleux, et c'est très systémicien, tu as parfaitement raison. Elle dit, en fait, «En renonçant à ce combat, je protège beaucoup plus Rose, que si je continuais, à me battre», et en ce sens-là, je reprends le flambeau de mon père, et c'est, elle reboucle, en fait, hein. Mmh. C'est très joli. Finalement, je me dis que, il y aurait peut-être, un truc à retenir, dans cette histoire, pour tout un chacun, en tout cas qui est utile, c'est ce qu'on se disait sur ce côté, dans une triangulaire, enfin en tout cas dans une relation sur laquelle, je n'ai pas prise, je ne produis rien qui serve la personne que je veux aider. Oui, c'est ça, que ce soit moi, d'ailleurs, que je veux aider, ou que ce soit, l'une des 2 autres personnes ou les 2 autres personnes. Parce que, encore une fois, quand on se met dans une relation, alors que personne ne nous a rien demandé, hein, surtout, précisément, heu, si on considère que cette relation est un fil, par définition, comme on tient pas ce fil par un des 2 bouts, on fait des nœuds. J'allais te demander où était ta métaphore, parce que je me rappelle que tu avais posé cette histoire de ficelle, enfin j'avais retenu ficelle et je la trouve heu, très parlante. Très bien. Emmanuel, est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas questionnées dans cette histoire qui auraient mérité de l'être? Non, pas du tout. Merci beaucoup. Merci à toi.